Madame, Monsieur, il ne reste que quelques jours avant le 31 décembre minuit pour tenter de réduire totalement le retard pris dans la campagne de dons pour 2025. Et c'est loin d'être gagné au moment où je m'adresse à vous. C'est maintenant que tout se joue pour TVL. Emporter l'adhésion de nos téléspectateurs, emporter votre adhésion ou se retrouver dans les prochains mois avec une mire annonçant l'arrêt des programmes de la chaîne, car tel est l'enjeu. Notre modèle économique, le don, est le garant de notre totale indépendance. Il est difficile et exigeant puisque sans l'aide financière des téléspectateurs, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et il est souvent véhément parce qu'il est vital. Mais notre certitude, notre conviction est que tout cela ne peut pas s'arrêter. Ce serait 11 années de combat pour rien. Alors, aidez TVL. Mobilisez-vous, mobilisez vos proches. Aidez TVL parce que notre mission de service public se résume en une seule phrase, la liberté à tout prix. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. C'est aussi le dernier numéro de l'année. C'est donc l'occasion de faire un bilan des derniers événements. Nous allons donc parler des secousses internationales, mais aussi de la crise politique qui secoue notre pays. Mais avant toute chose, comme chaque semaine, je compte sur vous pour le succès de cette émission. Alors pensez à la relayer, bien entendu. Pensez à écrire vos commentaires juste en dessous auxquels je réponds. Et puis surtout, n'oubliez pas, prenez une seconde pour le petit pouce en l'air, ça améliore le référencement, c'est très efficace. À tout de suite. Et à mes côtés aujourd'hui, pour terminer 2024, Pierre De Gaulle. Bonjour monsieur. Bonjour Élise, comment allez-vous? Merci beaucoup d'être avec nous. Et ben, moi, également, vous êtes économiste, spécialiste des relations internationales, président du Fondation pour la paix et l'amitié entre les peuples. Et bien sûr, je préciserai, vous êtes l'un des petits-fils du général de Gaulle qui a donc dirigé la France entre 1944 et 1946, et bien sûr entre 1958 et 1969. Alors peut-être que nous allons pouvoir commencer cette émission, Pierre De Gaulle, avec la situation politique de notre pays. Depuis sa réélection en 2022, Emmanuel Macron semble enchaîner les désaveux, les échecs électoraux, mais aussi à l'Assemblée nationale, avec une dissolution qui a provoqué un éparpillement des groupes politiques. Il a été contraint de voir son nouveau gouvernement Barnier tomber. J'ai envie de dire, Pierre De Gaulle, il en aurait fallu bien moins à votre grand-père pour partir. Alors mon grand-père, vous le savez, a aussi dirigé la France depuis la libération de Paris, si l'on ne compte pas le gouvernement provisoire de la République de 1944 à 1946, et il a quitté ce gouvernement parce qu'il était en plein régime parlementaire, donc en pleine instabilité politique, avec des oppositions constantes. On criait au nouveau fascisme, alors qu'il avait instauré des lois sociales fondamentales, comme la sécurité sociale, comme la participation des salariés aux fruits de l'expansion. Et il a dit « je quitte le pouvoir » parce qu'il ne pouvait plus l'exercer dans un régime qui favorisait le jeu des partis et donc qui empêchait toute conduite politique sérieuse et toute réforme profonde de l'État juste après la guerre. Le président Macron a fait replonger le pays dans ses crises parlementaires, dans ses crises de partis et a provoqué le chaos et l'instabilité. Le pays est devenu, aujourd'hui, je pense que c'est une évidence pour tous les Français, le pays est devenu totalement ingouvernable. Le pays est devenu ingouvernable et le président Macron va avoir une fin de quinquennat extrêmement difficile. Il l'a provoqué, aussi. Il en est le responsable. Et surtout, je pense qu'il en fera un laboratoire constitutionnel pour utiliser toutes les ficelles possibles afin de rester au pouvoir. Mais pour moi, le président Macron n'est plus légitime. Le président Macron est un imposteur parce qu'il ne représente plus le peuple français qu'il n'aime pas. Souvenez-vous, il a dit « j'ai appris à aimer les Français ». Et quand je vois
J'entends Mme Macron dire les Français ne le méritent pas. Je considère qu'il y a énormément d'arrogance dans cette remarque, alors que la France est dans une situation très difficile, économiquement, politiquement, et qu'elle subit en plus une fracture sociale. Souvenez-vous du référendum de 69, lorsque mon grand-père a dit « Si jamais je devais être désavoué par une majorité d'entre vous, je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions ». C'est d'ailleurs un aspect que le président Macron a rappelé au cours de son premier quinquennat, en faisant comprendre que s'il n'avait plus la majorité, à ce moment-là, son rôle ne pourrait plus s'exercer, que donc il fallait en tirer les conséquences. Eh bien, il ne le fait pas. Il ne le fait pas et il plonge le pays en profond désarroi. Pardon de vous interrompre, Pierre de Gaulle, mais vous avez parlé tout à l'heure de sa capacité à utiliser tout l'arsenal constitutionnel. À quoi faites-vous référence? Est-ce que c'est à l'article 16, les pleins pouvoirs? Alors, en fait, mon grand-père avait instauré des pouvoirs forts au sein de la Ve République, en tirant les conséquences des fragilités et de l'impossibilité à gouverner de la Quatrième République, encore une fois régime parlementaire, mais il avait instauré un véritable équilibre des pouvoirs, c'est-à-dire une fonction présidentielle à 7 ans, des élections législatives à 5 ans, et les pouvoirs de l'Assemblée nationale, du Sénat, à 9 ans, renouvelables à partir tous les 3 ans. Donc un véritable équilibre, mais qui donnait au président de la République un pouvoir politique fort pour véritablement diriger le pays. Le président Macron bénéficie de tous ces avantages constitutionnels, dont l'article 16, c'est-à-dire qu'il peut prendre les pleins pouvoirs si, notamment, la France ne fait plus face à ses engagements européens. Et je pense qu'il réfléchit, qu'il a déjà réfléchi à toutes les astuces, tous les superfuges possibles et inimaginables pour rester au pouvoir. Il a dit lui-même qu'il ne démissionnerait pas. Je pense que c'est un manque de responsabilité morale et politique profond. Je pense que ce n'est pas aimer la France ni les Français. Et je pense que c'est extrêmement dangereux parce que notre pays, jusqu'en 2027, doit faire face à des défis considérables, des défis économiques, des défis politiques, des réformes. La France recule partout sur la scène internationale. Elle n'est plus notamment le premier fournisseur de céréales au Maroc, elle a été dépassée par la Russie. Le partenariat militaire avec le Tchad a été annulé après plusieurs décennies. Au terme d'un voyage visiblement difficile et houleux avec Jean-Noël Barrot. Exactement. Et donc ce qui est très grave, c'est à la fois notre image à l'étranger, mais en ce qui concerne les pays africains, parce qu'il y a eu beaucoup d'arrogance vis-à-vis des Africains. Au lieu de parler à tout le monde, de considérer un nouvel équilibre des relations politiques et économiques avec nos partenaires africains, de faire en sorte que tout le monde soit intéressé, servi, je dirais, et qu'il y ait un partage des richesses et des responsabilités, on agit avec arrogance en favorisant des chefs d'État avec l'ego que l'on connaît. Et donc, ça a provoqué un déséquilibre très grave. Tout ça est extrêmement grave pour nous parce que ça nous coupe l'approvisionnement en matières premières qui sont essentielles pour la poursuite de nos industries. Et donc, nous reculons absolument sur tous les plans. Il y a également, je crois que les Français en sont parfaitement conscients maintenant, une crise de confiance terrible vis-à-vis du pouvoir politique. Et on fait des gesticulations d'équilibre pour essayer de tenir jusqu'au bout en 2027. Et je crois que malheureusement, la situation va empirer, la situation va se durcir. Monsieur Macron a choisi de prendre un Premier ministre qui est un équilibriste, qui est un animal politique. Simplement, les animaux, eux, défendent leur espèce et ne pratiquent pas la trahison. Je crois que ça reflète extrêmement bien l'état d'esprit du président, de jeter de la poudre aux yeux aux Français, de continuer cet équilibre qui lui permettrait de rester au pouvoir jusqu'en 2027. Pour le pays, il devrait en tirer les conséquences. Je pense qu'il devrait démissionner et nous tirer du chaos politique dans lequel il a délibérément plongé la France. Alors, Emmanuel Macron se félicite de 2 grandes victoires, 2 grands succès, dirons-nous. Le premier, c'est celui qui vient de s'écouler, c'est la réouverture de Notre-Dame de Paris, quelques 5 ans après l'incendie, dont l'enquête n'a pas véritablement avancé. Emmanuel Macron, en raison des conditions météorologiques, a fait un discours à l'intérieur de la cathédrale. Est-ce que vous avez été choqué par cela et quelle a été votre perception de cette cérémonie ?
Alors j'étais très heureux que Notre-Dame retrouve son culte, sa gloire et son histoire, parce que c'est un des symboles absolus, je dirais, de l'histoire de France et de ce que les Français peuvent réaliser de beau, de grand et de magnifique. C'est aussi un lieu de culte fondamental. Je pense que les lieux de culte sont importants, sont même essentiels pour l'esprit de la nation. La spiritualité dont malheureusement on fait défaut dans le monde d'aujourd'hui est essentielle à l'équilibre de l'homme. Elle tire par le haut, elle permet d'accepter les sacrifices, d'aller plus loin. Et je pense que le principe de la croyance en Dieu, ou d'une croyance quelle qu'il soit, est absolument fondamental. Donc il fallait rendre à cette magnifique cathédrale toute sa dimension, son histoire et son existence. Et c'est un projet magnifique qui a été conduit d'ailleurs par le général Georges Lain, malheureusement disparu. Donc le président Macron n'a pas réalisé au jour le jour, je dirais, la renaissance de la cathédrale Notre-Dame de Paris, bien que je sois très heureux que ça ait été accompli en seulement 5 ans, et aussi grâce aux nombreux mécènes qui ont permis que ce soit financé et qu'on puisse employer 2000 ouvriers spécialisés, dont d'ailleurs les spécialités, pour la plupart d'entre eux, ont disparu. En France, il a fallu chercher des ouvriers en Pologne, en République tchèque, puisque le savoir-faire de ces métiers a disparu chez nous. Encore une fois, je salue l'importance des artisans, leurs compétences et tout ce qu'ils peuvent apporter de beau dans leur métier. Cette cathédrale a été effectivement inaugurée à l'intérieur. Aucun roi de France, aucun président n'a jamais osé faire un discours dans une église ou dans une enceinte sacrée. C'est valable pour les mosquées, c'est valable pour les synagogues. Seules les autorités, je dirais, sacrées, enfin de religieuses, peuvent faire un discours. Alors on dira, pour ce qu'on va trouver des excuses sémantiques, de droit canon, pour dire que finalement, la cathédrale ayant été détruite, il fallait redonner le culte et donc faire une cérémonie de sacralisation. Je pense que ça dénonce l'arrogance du président de se placer au-dessus de la religion, au-dessus des lois, puisque je vous rappelle que la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905 s'applique, enfin elle devrait s'appliquer aussi à lui, et c'est assez révélateur de son état d'esprit. Se placer au-dessus de tout et tout le monde, et le président Macron est un non-croyant, et pour moi je crois que c'est assez grave. Je pense qu'un chef d'État doit se rappeler de la modestie de sa condition humaine, il est mortel. Je pense qu'il devrait trouver aussi source d'inspiration dans la croyance et dans la religion, quelle qu'elle soit. Et je pense aussi que le président Macron n'a pas, pour reprendre une formule célèbre, l'intelligence du cœur. Ceci étant, je suis très heureux que cette cathédrale soit rendue aux Parisiens, soit rendue au peuple français, soit rendue aux étrangers et soit rendue à son culte. J'ai été désolé, pardonnez-moi, je suis peut-être un petit peu conservateur, mais de voir les prêtres habillés en arlequin. Je ne vais pas critiquer M. de Castelbajac, qui a beaucoup de talent pour la haute couture, mais peut-être que ça n'est pas tout à fait approprié à des prêtres. Donc personnellement, j'ai trouvé ça très curieux. Peut-être moins grave que de voir la garde républicaine danser le disco sur instruction du président de la République pendant l'ouverture des Jeux Olympiques. Ça m'a profondément choqué. Parce qu'il y a des traditions, une image... C'est pourtant la deuxième victoire dont s'honore Emmanuel Macron, ces Jeux Olympiques de Paris. Monsieur Macron, plutôt que d'être président de la République, devrait être président de la Foire du Trône. Ça serait sans doute plus approprié. Mais quand on dirige un pays, qu'on dirige des grands projets internationaux, qu'on doit défendre la France dans le concert des nations, qu'on doit imprimer la force de la France, sa voix sur la scène internationale avec des enjeux qui sont considérables, des luttes politiques, économiques, diplomatiques et des luttes militaires, on doit être impeccable. On doit être au-dessus de tout et donner une image de la France impeccable, une grande image de la France. Cette image de la France, c'est la sienne depuis des siècles, à la fois historiquement, à la fois culturellement, aussi militairement. Et on doit être absolument impeccable et ne jamais céder au marketing ou à l'image ou essayer de s'adapter à une société soi-disant évolutive ou moderne. Mais là, c'est vraiment n'importe quoi. La cérémonie des Jeux Olympiques, pour moi, m'a choqué. Ça m'a choqué aussi pour mes enfants,
parce que c'est le culte païen, c'est le culte de la jouissance, et ce n'est pas respecter, je dirais, l'essentiel de nos valeurs traditionnelles. D'ailleurs, si le pape n'est pas venu à l'inauguration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, il y a une raison. Il est allé en Corse hier. La Corse, j'ai beaucoup de respect pour les Corses. Je ne rentre pas dans des considérations politiques ni extrémistes ni séparatistes, mais on peut quand même reconnaître que la Corse est une île de tradition. Et je pense que tradition aussi religieuse, tradition catholique en l'occurrence, et je pense que c'est ce que le pape a voulu honorer. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit, qu'il fallait prendre exemple sur ce territoire. Absolument. Alors, on a quand même le sentiment dans cette cérémonie d'ouverture que, comme vous venez de l'exprimer, il y a eu beaucoup de gens qui ont été choqués, finalement, et tout particulièrement sur ce spectacle sur le Pont des Arts, donc qui remettait un peu en lumière la scène le dernier repas du Christ. Est-ce que cette scène vous a particulièrement interpellé ? Oui, parce que pour moi, c'est une scène, je dirais, à la fois païenne, une scène qui rappelle certains épisodes, je dirais, extrêmes de la romantique, mais surtout parce qu'il y avait des enfants aussi qui ont assisté à ça. Et je pense que c'est très dangereux de tomber dans un culte de libertarien à l'extrême où les gens n'ont plus aucune limite. On peut tout faire. J'ai été extrêmement choqué, pour faire une transition un peu forte, mais de la recommandation de la Haute Autorité de Santé de proposer des transitions de sexe aux adolescents à partir de 16 ans, gratuits et sans le consentement des parents. Je pense que la société prend une dérive très grave en faisant ça. La HAS a depuis répondu en disant que c'était une note de travail et que ça n'avait pas vocation à sortir. Oui, mais en tout cas, je pense que c'est extrêmement grave de faire des notes de travail sur des sujets pareils et d'amener des adolescents à cette possibilité. Je crois que dans le combat qui est le nôtre et les défis qui sont les nôtres, il faut donner à la société une structure, des principes, des valeurs morales. C'est pourquoi je crois qu'on est engagé actuellement dans un conflit idéologique, finalement, où d'autres pays à l'Est, notamment, comme la Russie, comme la Chine, mais aussi les pays africains, les pays d'Amérique latine, eux tiennent à la défense de leur tradition et à la défense des valeurs fondamentales qui sont la famille, qui sont la spiritualité, et que vous ne pouvez pas construire durablement une société autour de valeurs de plaisir, d'ego et d'individualisme. C'est absolument impossible. Je crois qu'il faut regarder à long terme et penser ce que va être la France, ce que va être la société civile dans les 10, 20 ou 30 ans à venir. Et si vous autorisez, sous prétexte de tolérance ou d'acceptation, d'évolution, ce qui sont pour moi des déviances, il n'y a pas d'autre mot, vous fragilisez durablement et à long terme une société. Et je pense que c'est extrêmement grave. Les temps sont difficiles économiquement. Il y a provoqué par toute une machine de l'OTAN, une machine, je dirais, anglo-saxonne, un risque de troisième guerre mondiale. Les Français sont dans une situation au jour le jour extrêmement dure. Et je pense qu'il faut redonner un socle profond, solide, sain à cette société et revenir au bon sens. Alors, vous venez d'évoquer justement la question économique aussi, qui est un autre sujet de crise qui frappe notre pays. La dernière fois que vous étiez venu, vous nous aviez déjà alerté sur la question de la dette. À l'époque, on en parlait encore peu. Je vous propose de vous réécouter. L'euro est très endetté, tous les pays européens sont extrêmement endettés, on parlait de perte d'indépendance. En ce qui concerne la France, c'est 3 000 milliards de dollars de dette. Sous le président Macron, et en particulier ça a commencé lorsqu'il était ministre des Finances, l'endettement de la France a augmenté de 30%. C'est bien de le rappeler, ça a commencé bien avant le Covid. Mais je voudrais aussi rappeler qu'on oublie l'endettement hors bilan de la France. Tous les engagements hors bilan qui sont le démantèlement des centrales nucléaires, les retraites des fonctionnaires, 5 000 milliards, plus 3 000, on est à 8 000. Donc on est dans une situation de dépendance. Qui dit dette dit refinancement sur les marchés internationaux. Donc contrôle des banques américaines et des fonds d'investissement anglo-saxons, parce que c'est une question d'offre et de demande.
Alors j'aimerais qu'on s'arrête, Pierre de Gaulle, sur ce point, parce que, comme je l'ai dit, vous êtes économiste. J'aimerais qu'on comprenne en quoi la dette, au lieu d'être un problème, en plus d'être un problème de déficit, j'allais dire, et structurel au niveau de l'État, en quoi ce problème est aussi quelque chose qui ajoute sur la France quasiment une forme d'esclavagisme vis-à-vis de ses créanciers. Alors je ne sais pas si c'est un esclavagisme, ça serait grave, parce que ça voudrait dire qu'on ne peut pas en sortir. Mais en tout cas, c'est une dépendance extrêmement forte. Depuis notre dernière conversation au sujet de l'endettement et de la fragilité française, l'endettement s'est encore accru. On parle au moins de 3 400 milliards en fait, d'euros, avec un déficit budgétaire qui est totalement non maîtrisé, et en plus sur lequel on a menti largement aux Français. Il y a eu l'audition de Bruno Le Maire, ministre des Finances, à ce sujet, où on a expliqué que M. Bruno Le Maire, finalement, était de toute façon coupable de déficit public, de délit, en fait, de délit de déficit public aggravé. On a délibérément menti aux Français sur les comptes de la France, puisqu'à l'époque, on parlait d'un déficit de 4,7 à 4,9% et qu'il est largement au-delà, enfin il est proche de 6,5% en fait. Qui dit déficit dit évidemment mécaniquement aggravation de la dette française année après année, avec une balance des paiements qui est de moins en moins favorable. Je vous parlais du drame en fait économique, parce que les pays africains avec qui on s'est fâché ont arrêté en fait de nous fournir en matières premières, ou en tout cas c'est bien plus compliqué. Il y a eu le problème de la fourniture d'uranium au Niger, des contrats ont été arrêtés également. Donc où allons-nous trouver des ressources correspondantes? Et bien sûr les marchés financiers à des marchés de matières premières à des coûts accrus. Et en ce qui concerne la dette, qu'il faut refinancer, puisqu'il y a des programmes, je crois, d'émission de la dette qui sont extrêmement importants pour 2025. Je crois que ce sont les programmes les plus importants depuis les 2 quinquennats Macron. On va être obligé d'emprunter au moins 350 milliards de dollars ou d'euros sur les marchés internationaux. Récemment, et malheureusement j'avais raison, c'était d'ailleurs très prévisible, la signature, la qualité de la dette française vient d'être à nouveau dégradée. Malheureusement, ça n'est pas fini. Eu égard à l'instabilité politique actuelle, c'est-à-dire l'impossibilité de prendre des mesures fondamentales, solides et nécessaires pour redresser les comptes de la nation. Ça veut dire que lorsque la France se présente pour refinancer ses emprunts sur les marchés internationaux, le coût est encore plus élevé. Donc, en fait, les Français passent à peu près 12 mois de l'année à travailler pour ne rembourser que les intérêts de la dette. Actuellement, ce sont les chiffres. C'est-à-dire que la dette n'est pas remboursée, elle s'accumule, on ne fait que payer les intérêts. Et je souhaite véritablement que des mesures extrêmement sérieuses et profondes soient prises en compte pour que cette situation se redresse. Et quand j'entends, je voudrais alerter les auditeurs et alerter les Français sur le risque et sur ce qui est en train de se passer. Dans le jeu politique international d'aujourd'hui, le président élu, Trump, a dit soit les membres de l'OTAN font un effort considérable de financement dans leurs dépenses militaires, soit je laisse tomber l'OTAN. Il est évident qu'on va demander aux pays de l'OTAN et la France est sortie du commandement, est rentrée dans le commandement intégré de l'OTAN, donc elle a perdu l'indépendance qu'a voulu mon grand-père. Donc elle suit la politique américaine, elle suit la politique de dépenses qui vise à lui faire acheter le plus possible d'armes américaines. Au niveau de l'Europe, c'est 60% de dépenses d'armes américaines et non pas de dépenses d'armes françaises ni locales. Eh bien, le nouveau secrétaire de l'OTAN, M. Hutte, a émis l'idée que pour financer les dépenses militaires, il faudrait ponctionner les efforts, les dépenses, donc les budgets en fait, de sécurité sociale, d'endettement, pour pouvoir les utiliser à des fins de financement des programmes de défense américains. J'avais également alerté à l'époque, lorsqu'on s'était vu, sur le danger que Mme von der Leyen oblige les pays membres de l'Europe à financer les dépenses de l'OTAN en faisant une ponction extraordinaire
sur l'épargne européenne. Elle l'a annoncé et je pense que ce sera le cas. Plutôt que de financer des guerres qui ne sont pas les nôtres, sachant que la France a son propre programme de défense, ses propres industries, ses propres armes, cette épargne, ce produit intérieur brut, ces ressources doivent être affectées intégralement, en priorité, à notre économie. Nous ne sommes pas dans un danger accru de Troisième Guerre mondiale, sauf à faire le jeu des Anglo-Saxons, sauf à faire le jeu des Américains, et j'espère que Trump redonnera, du bon sens, un nouvel équilibre et qui permettra de régler une situation européenne qui nous affecte tous, parce qu'encore une fois, c'est nous qui portons le prix des sanctions. Ça n'est pas la Russie. La Russie est une économie florissante et ça se traduit par des hausses de prix en ce qui concerne les produits de première consommation, en ce qui concerne ce que les Français ont besoin d'acheter tous les jours pour vivre, pour se nourrir, pour se déplacer en voiture. Et donc il y a des priorités qu'il faut absolument remettre en place plutôt que de rentrer dans un débat qui n'est pas le nôtre et dans des considérations anglo-saxonnes qui ne sont pas les nôtres non plus. Alors, vous avez dit beaucoup de choses, Pierre de Gauche. J'aimerais d'abord qu'on revienne sur la question de ces agences de notation. Vous l'avez dit, une des agences, je crois que c'est Moody's, vient de dégrader à nouveau la note de la France. Il y a quelques semaines, je recevais à votre place un autre économiste, c'était Marc Toiti. Il nous parlait de cette question d'agence de notation et de son influence. J'aimerais bien qu'on le réécoute. Pour l'instant, la France est toujours double A, mais elle ne mérite plus son double A depuis très longtemps. Oui, mais est-ce que ça, c'est pas une espèce de supercherie, de mascarade ? Exactement. Bien sûr, sachant que, je rappelle que, par exemple, quand il y a eu la crise des subprimes, quelques semaines avant son explosion, les dettes basées sur les subprimes étaient notées triple A par les agences de notation. Ça veut dire la meilleure note possible. Donc bon, pour vous dire que, oui, c'est pas des modèles de crédibilité. Mais c'est passé quand même quelque chose il y a quelques semaines, lors de la notation de Fitch. Fitch est une des agences, et donc on est toujours double A-, et elle a mis une perspective négative, mais elle n'a pas mis simple A. C'est quand même surprenant, parce qu'elle était... bon. Et donc j'ai regardé, vous pouvez aller le voir sur Internet, sur leur site, le communiqué de presse, quoi, où ils expliquent comment ils arrivent à ce double A. Et incroyable. Ils nous disent, c'est écrit noir sur blanc, qu'en fait, le modèle de notation de Fitch donne à la France une note de simple A. Donc mais ils ont décidé pour ne pas influencer les marchés. Pour X raisons, alors non, ils disent même pas ça, ils disent pour X raisons, on fait quand même confiance à la France, alors qu'il y a quand même déjà un problème budgétaire, on savait qu'il y avait un problème. Et on maintient le double A, c'est quand même incroyable. Alors j'aimerais qu'on s'arrête sur cette question, parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils font la pluie et le beau temps. Et que finalement on est suspendu à ces agences de notation qui finalement décident de notre avenir, notamment des taux d'intérêt. Oui, je pense qu'on est rentré dans une grande fragilité puisqu'on a suivi un modèle anglo-saxon pour la plupart des pays occidentaux qui est de placer l'économie dans une économie de demande plutôt que de placer notre économie dans une économie d'offre, c'est-à-dire de se reposer sur des fondamentaux de production de matières premières, de création véritablement de richesse, d'un vrai produit intérieur brut qui donne aux Français des emplois parce que les entreprises sont saines, ont des débouchés et qu'elles peuvent permettre des conditions d'équilibre, de plein emploi et des conditions économiques saines pour le futur. Une économie de demande, c'est une économie spéculative. C'est aussi une économie de service. Malheureusement, il y a eu une politique de l'industrie extrêmement mauvaise et déficiente depuis très longtemps. Et c'est par l'industrie, par le savoir-faire, par la production. On a beaucoup d'expertise en France dans plein de domaines. On a cédé, on a bradé nos industries. C'est aussi un grand facteur de déséquilibre. Il faudrait revenir à une économie véritablement de demande qui nous rend moins dépendants de ces marchés. Ceci étant, la situation étant ce qu'elle est, on ne pourra pas en sortir sans faire, je crois qu'il faut être réaliste, sans demander aux Français un gros effort pour sortir de cet endettement. Parce que l'endettement, ça peut paraître très lointain, les marchés financiers vis-à-vis des Français, vis-à-vis de leur vie de tous les jours. Mais ça a des répercussions extrêmement fortes en ce qui concerne la santé de leurs entreprises, en ce qui concerne le coût de la vie, en ce qui concerne le coût des matières premières, en ce qui concerne le prix du gasoil pour nos agriculteurs, qui se répercute évidemment dans le prix des denrées alimentaires,
Tout ça nous place dans une situation de fragilité et dans une situation aussi de déséquilibre sociétal et structurel, puisqu'une société de service, par définition, est instable, instable en termes d'emploi, instable en termes de perspectives long terme. Et je pense qu'il est grand temps de revenir aux fondamentaux. Je crois que pour nous y aider, il faut repenser complètement le dialogue et les responsabilités avec nos élites politiques, c'est-à-dire rétablir une véritable relation de confiance et de partenariat. Il faut changer d'élite politique alors. Tout à fait, vis-à-vis de la société civile. Je vais vous donner un exemple. Je souhaiterais que les préfets, les élus locaux, chacun dans leur champ de compétences respectifs, soient tenus responsables et comptables de leurs engagements localement, en termes d'emploi, en termes de maintien, je dirais, de la cohésion sociale, et qu'ils rendent des comptes. Ça, c'est intéressant, parce que quand on voit l'audition de Bruno Le Maire devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, on voit qu'il rend des comptes, mais finalement, on a le sentiment qu'avoir creusé la dette, avoir creusé le déficit, ça n'aura pas beaucoup d'incidence sur sa vie personnelle. Ça n'aura aucune incidence. On a parlé d'une nouvelle fonction qu'il exercerait en tant qu'auditeur extérieur, notamment vis-à-vis de sociétés étrangères, notamment en Suisse. Je pense que si un des grands problèmes en France, c'est qu'on fait carrière en politique et qu'on ne peut pas faire du nouveau avec de l'ancien, avec des gens qui font carrière, avec des gens qui cumulent les fonctions. Et je pense que le Premier ministre actuel, je lui souhaite beaucoup de succès, en est un parfait exemple, mais il n'en sortira rien. Il n'en sortira strictement rien parce qu'il faut véritablement avoir une réflexion de fond, redéfinir les rôles. Je pense qu'il faut redonner aussi aux chambres de commerce et d'industrie leur rôle primordial qui est de créer des emplois et véritablement avoir un dialogue constant avec les entreprises, leurs besoins, leurs problèmes, notamment aussi les PME. Les PME, les petites entreprises et les moyennes entreprises françaises sont les premiers employeurs. Ces entreprises sont confrontées à des problèmes graves de tous les jours. Mes amis chefs d'entreprise me disent, mes amis artisans me disent, nous n'arrivons pas à embaucher un personnel qualifié. Pourquoi ? Parce que c'est pour moi quelque chose de difficile à entendre et surtout de révoltant, puisqu'on est dans une situation de chômage qui est très difficile. Les chiffres mentent parce que, ou plutôt on fait mentir les chiffres, parce que le chômage est compensé par la fonction publique qui est très importante, mais le véritable chômage en ce qui concerne l'industrie et les emplois privés est bien plus important que les chiffres qu'on veut bien nous fournir. Donc c'est en créant ce dialogue, ces responsabilités, cette interaction que l'on va déjà pouvoir répondre aux besoins des entreprises, pouvoir susciter des emplois, créer véritablement de la richesse et surtout, je crois qu'il faut aussi avoir une réflexion profonde en ce qui concerne notre rôle au sein de l'Europe parce que notre économie est ensevelie, étouffée sous des réglementations européennes qui sont extrêmement complexes et qui empêchent leur bon fonctionnement. Il faut aussi avoir le courage de simplifier l'appareil législatif et de simplifier l'appareil d'État, parce que les procédures de contrôle interne françaises en termes de déclaration sociale, en termes de contrôle fiscal, sont absolument extrêmes. Un chef d'entreprise passe plus la moitié de son temps à régler des problèmes administratifs et des problèmes juridiques, au lieu de se consacrer à son entreprise et de créer des emplois, de créer de la richesse pour le bien de ses salariés. Je suis aussi personnellement pour un actionnariat populaire, je dirais, le plus large possible, c'est-à-dire, c'est ce qu'a voulu faire mon grand-père en 1945, que chaque personne, chaque employé, quel que soit son niveau, soit automatiquement intéressé à l'expansion, au développement de son entreprise, soit directement par de l'actionnariat, c'est-à-dire qu'il ait véritablement des actions, des titres de propriété de l'entreprise, et qu'il soit automatiquement intéressé à ses bénéfices. Ce qui se fait d'ailleurs avec les dirigeants des très grandes entreprises. Oui, absolument. Étonnamment. Et je salue leur effort. Je suis pour un modèle... alors, vous allez me dire, je ne suis pas ni anti-américain ni anti-anglo-saxon, c'est un certain modèle que je critique. Simplement, les Américains, les anglo-saxons ont un culte de l'efficacité et je suis pour que le chef d'entreprise,
le propriétaire d'entreprise soit assis au milieu de ses employés, que son bureau soit ouvert en permanence et qu'il crée des conditions d'équilibre, des conditions de dialogue, des conditions de partage, des idées pour que tout le monde soit associé à un même but, à un même esprit, qui est celui de réussir, que celui d'entreprendre. Alors vous me direz, dans les très grandes entreprises, c'est difficile à organiser parce qu'il faut quand même établir une règle de fonctionnement qui soit, je dirais, stable, qui soit efficace. Mais à mon avis, il faut absolument se diriger dans ce sens. Il faut repenser complètement, je dirais, l'organisation, la circulation d'informations et de responsabilités, et que nos élus locaux soient responsables, rendent des comptes et soient absolument impliqués. On va évidemment parler de réforme des retraites. Je trouve que pour des salariés du privé, justifier des 15 dernières années en termes de salaire pour le calcul de leur retraite, et que les fonctionnaires ont à justifier que les 6 dernières années, avec un rythme de revalorisation des salaires qui est automatique, en général c'est 1% par an, plus ce que l'administration veut bien donner. Je trouve que c'est déséquilibré. Je pense qu'il y a aussi des influences américaines, anglo-saxonnes importantes derrière. Il y a des lois qui sont en train d'être pensées, j'espère qu'elles ne seront pas votées, pour que la propriété immobilière non seulement disparaisse, mais soit profondément altérée. Ce sont des projets pour essayer de bricoler un équilibre financier, un équilibre budgétaire français, et faire en sorte que les Français se désintéressent de la propriété immobilière pour se tourner vers l'épargne. Et l'épargne, ce sont les marchés financiers, vous le savez, ce sont les grands fonds d'investissement américains. Et il y a des projets pour séparer la propriété véritable, la possession d'une immobilière, de l'usufruit, un peu comme le système anglo-saxon. Je pense que c'est très dangereux. Et ça permet d'éviter la transmission, bien sûr. Ça permet d'éviter la transmission, mais je pense qu'il est grand temps de revenir à des fondamentaux. Vous avez dit tout à l'heure, Pierre de Gaulle, que les Français doivent se préparer à des temps difficiles, à des sacrifices. On a pourtant le sentiment qu'aujourd'hui, les Français sont dans des temps difficiles et qu'en revanche, quand on regarde le budget de l'État, lui, il ne fait que croître. Finalement, on a l'impression que c'est surtout mal utilisé, parce que quand on voit les services publics qui sont de plus en plus mauvais, par exemple, d'une qualité de plus en plus mauvaise, à quel sacrifice faites-vous référence ? Quel sacrifice devront-ils encore faire ? Je pense que, déjà dans l'immédiat, effectivement, il ne faut pas alourdir davantage le poids de ce que les Français au jour le jour subissent. Mais d'ores et déjà, je pense qu'il y a des dizaines de milliards d'économies à trouver en ce qui concerne l'examen des comptes de la nation. Les rapports de la Cour des comptes ne sont jamais lus. Vous avez fonds culturels, le développement du Polisario, qui date même des années 70, il y a des dizaines de milliards d'économies à retrouver, à faire remonter. Également, en ce qui concerne les comptes de la sécurité sociale, où les fraudes sont extrêmement importantes. On peut faire remonter assez rapidement, je pense, 100 à 150 milliards d'économies qui seront automatiquement redistribuées dans les comptes de la nation pour le bénéfice des Français. Je pense quand même que, étant donné les choix extrêmement malheureux qui ont été faits, de laisser filer la dette sans contrôle, de laisser filer le déficit sans contrôle, sans s'assurer des débouchés en ce qui concerne notre approvisionnement en matières premières, les choix qui ont été faits malheureux de continuer la surenchère sur la guerre en Ukraine, où nous payons le prix des sanctions. Il faudra nécessairement s'asseoir à la table de négociation avec la Russie. C'est un sujet qu'on évoquera. Je pense que malheureusement, pour rétablir les comptes de la nation, il faudra que chacun d'entre nous fasse ses sacrifices. Je pense que ce sera nécessaire. Alors, je crois que ce qui serait sain et ce qui serait logique, ça serait d'équilibrer de façon plus favorable et plus intelligente la charge de l'impôt à des dépenses véritablement efficaces pour créer de la richesse et redynamiser notre économie. Je pense que c'est indispensable, mais pour ça, il faut avoir, faire vœu de transparence, faire vœu d'honnêteté, faire vœu de bon sens, et notamment, pourquoi pas, d'expliquer aux Français en quoi on peut véritablement dégager des économies et réduire la dette
en expliquant quels sont les rapports de la Cour des comptes, en expliquant quels sont les postes véritablement qu'il faut supprimer et arrêter de dépenser, quoi qu'il en coûte, dans tous les sens, pour des fins électorales, des fins d'image, des fins de soumission politique, parce qu'il y a quand même, en France, depuis déjà de nombreuses dizaines d'années, une tendance à donner à d'autres ce que l'on ne veut pas faire ou ce que l'on ne peut pas faire et déléguer la responsabilité. Et je crois que chaque homme politique doit maintenant avouer, oser cette responsabilité. C'est aussi une responsabilité intellectuelle et morale. Et encore une fois, il y a beaucoup d'efforts à faire. Je pense que je serais malhonnête vis-à-vis des Français si je leur disais que tout va bien, que je leur disais qu'il n'y a pas d'efforts à faire. On parle beaucoup d'avantages acquis, mais je crois que les avantages acquis, c'est quand même un leurre en temps de crise. Il faut se battre tous les jours. La réalisation de chacun est magnifique. Vous savez, on parle des héros de tous les jours, dans leur vie quotidienne, dans leur travail. C'est une bénédiction que d'avoir un travail, c'est une bénédiction que d'avoir un équilibre, c'est une bénédiction que d'avoir une famille. Et je pense que cet effort doit effectivement d'abord venir d'un rééquilibrage et les responsables politiques doivent absolument assumer ce rôle et cette responsabilité qui est la leur. Et aider les Français dans leur effort pour rééquilibrer les comptes de la France et rééquilibrer le pays. Vous avez parlé aussi, Pierre de Gaulle, de la bureaucratie européenne, du poids écrasant de l'Union européenne sur la France. Aujourd'hui, on imagine que votre grand-père n'aurait pas été un aficionado de l'Union européenne et de sa commission. Comment voyez-vous les choses? Est-ce que finalement, il va falloir passer par une sortie de l'Union européenne pour notre pays? Alors, je ne suis pas favorable à un Frexit, comme certains le mettent en avant, c'est-à-dire un Frexit brutal, tranché, systématique, parce que déjà, je pense que la France n'a pas de marge de manœuvre économique suffisante. Notamment à cause de l'euro, j'imagine? Pardon? Notamment à cause de l'euro, j'imagine? Oui, notamment vis-à-vis de l'euro, pour pouvoir passer une période de transition qui lui permettrait de se reconstruire. Regardez l'exemple anglo-saxon. En fait, les Anglais, quand ils sont sortis de l'Union européenne, ont subi 4 années de crise budgétaire et de crise économique vraiment grave, sachant qu'ils ont échangé leur dépendance contre une autre, puisqu'ils sont totalement placés sous un régime de marché, enfin d'économie de services anglo-saxon. Ils ont détruit leur industrie. Et c'est devenu une société de services pure et simple, donc extrêmement volatile. Pardon de vous interrompre, mais finalement, est-ce que ce déclin britannique, il n'est pas aussi dû aux élites britanniques, tout comme le déclin français est dû aux élites, au déclin des élites françaises? Je le pense aussi. Je le pense aussi que ce sont des élites politiques qui pensent à court terme, qui pensent à leur carrière, qui pensent à leurs élections immédiates et qui n'ont de seule perspective que leur réélection ou celle des sondages, et qui donc abandonnent extrêmement facilement les fondamentaux et donc laissent leur économie devenir dépendante de l'extérieur et donc des marchés financiers. La France, pour moi, doit rester dans l'Europe, mais doit revenir à une Europe des nations avec une indépendance de moyens, ou tout au moins refuser les directives qui sont contraires à leurs intérêts économiques profonds. Ça fait beaucoup. Oui, mais je pense qu'on peut provoquer une véritable crise institutionnelle européenne. Les Allemands l'ont fait en refusant des directives qui ne sont pas bonnes pour leur économie. On a pensé notamment à l'abandon des véhicules, je dirais, à combustible. Elles sont revenues en disant non, on refuse d'abandonner les véhicules avec des moteurs à essence ou des moteurs diesel, mais on veut, je dirais, un carburant écologique. Et donc d'autres pays sont bien conscients de cette dépendance, de ces déséquilibres, et je pense que la France doit retrouver son poids, sa force, en proposant une alternative pour dire non, nous refusons que des directives nous soient imposées, qui sont pondues par des technocrates qui n'ont visiblement que d'intérêt que de satisfaire leur propre carrière ou de satisfaire des intérêts anglo-saxons. Madame von der Leyen disait que la meilleure solution économique pour l'Europe était d'acheter du gaz américain.
Vous savez qu'il est 4 à 7 fois plus cher que le prix du gaz que les Américains eux-mêmes payent et qui place la France et les pays européens dans une situation économique extrêmement difficile, puisque plus on paye cher l'énergie, moins les entreprises sont compétitives, et c'est en train ça a provoqué depuis 5 ans une crise économique, notamment extrêmement grave en Allemagne. Le miracle économique allemand n'existe plus, c'est même devenu l'inverse, avec les déséquilibres que l'on sait, et donc il y a un véritable retour au nationalisme, notamment dans ces pays. Donc je crois que la France devrait diriger, orchestrer, entraîner un mouvement qui est un mouvement en fait de mise de responsabilité de nos commissaires européens pour dire ça n'est pas dans l'intérêt de l'Europe, ça n'est pas dans l'intérêt de nos pays, et revenir ainsi petit à petit à une Europe des nations où les décisions sont quand même prises de façon rationnelle, intelligente et applicable à leur propre économie. Pour l'instant, nous subissons, le droit français n'existe plus, le droit de chaque pays n'existe plus. On a juste gardé peut-être une certaine maîtrise sur nos institutions et le droit constitutionnel, encore que le président Macron fera tout pour en faire un laboratoire qu'il utilisera à ses fins pour continuer son mandat avec le moins de dégâts possible jusqu'en 2027. Alors arrêtons-nous, Pierre de Gaulle, un petit peu sur cette question de la guerre en Ukraine qui sévit depuis bientôt 3 ans. La France a débloqué au moins 5 milliards d'aides pour l'Ukraine, 45 milliards pour l'UE. De ce fait, elle est contributrice très large, donc elle va encore mettre au pot. Comment voyez-vous cette situation avec un front ukrainien qui craquelle de plus en plus de morts et une situation finalement inextricable sur le plan militaire ? Alors je pense que la situation sur le plan militaire est très claire. Déjà, il y a quelques mois, lorsque nous nous rencontrions, je disais que je croyais fermement à une paix en Ukraine à la fin de cette année ou dans un horizon assez proche. Je pense que j'ai eu raison, tout simplement parce que en regardant quels sont les rapports de force, quelle est l'évolution de la situation sur le terrain d'un point de vue militaire, il est évident que la Russie a une très grande supériorité à la fois numérique, technique et stratégique. Le front craquelle de plus en plus. Pour moi, les jeux sont faits. La Russie a réussi cette guerre. La paix sera établie, j'espère, le plus tôt possible pour que cette surenchère de morts, de destruction s'arrête. Elle a largement été, je dirais, avivée, provoquée et amplifiée par la politique anglo-saxonne. Le président Trump a parlé de 400 000 tués et blessés du côté ukrainien. Le président Zelensky, qui ment à son peuple, a tôt fait de dire « Ah ben non, c'est 40 000 seulement ». Je ne veux pas faire de comptabilité sur les destructions et les morts. Ça serait, à mon avis, extrêmement grave de ma part, mais il faut revenir à la paix pour les Ukrainiens. Russes et Ukrainiens sont frères, et je pense qu'il faut, je dirais, se rendre compte des réalités. La Russie a gagné la guerre contre l'OTAN. Le président Trump, lorsqu'il est venu à Paris, a donné ses ordres au président Macron. Vous vous souvenez de cette poignée de main extrêmement dominante donc il a eu en rencontrant le président, et il a tout de suite dit eh bien, Zelensky et l'Ukraine veulent faire la paix avec la Russie. Donc ça aura lieu extrêmement vite, et tant mieux. Il y a cette volonté anglo-saxonne de couper un pays en 3, avec une partie très occidentale où la Pologne trouvera ses intérêts, une partie centrale qui sera une espèce de no man's land, je dirais, où les Européens veulent placer des troupes, un peu comme elles l'ont fait au Liban, une sorte de zone de protection avec des casques bleus de l'ONU, et une partie, je dirais, pro-russe qui restera russe, sachant qu'encore une fois, les Russes n'ont jamais eu l'intention d'envahir toute l'Ukraine, n'ont jamais eu l'intention d'envahir l'Europe, et ont toujours eu la volonté de faire la paix. Ça a toujours été dans les déclarations du président Poutine, même si ça a été occulté
et censuré dans la presse bien pensante européenne. Ça a toujours été son intention. Et je rappelle aux interlocuteurs que les premiers traités de paix ont été proposés au président Zelensky par la Russie dès le 24 février 2022. Zelensky était prêt à signer, mais sous la pression anglo-saxonne, il a refusé. En avril, il y a eu jusqu'à 8 versions d'accords de paix. Les Ukrainiens avaient signé, donc de partager, je dirais, les territoires russophones du Donbass, et donc qui auraient été, tout ça aurait pu être évité si les Français avaient appliqué les accords de Minsk et les Allemands aussi, qui étaient depuis 2014 et 2015. En tout cas, les traités étaient prêts, et Boris Johnson est venu à tout casser en disant non, il faut continuer la guerre. Alors maintenant, il faut arrêter cette catastrophe humaine, et faire la paix pour un nouvel équilibre en Ukraine. C'est un pays qui doit retrouver sa souveraineté. Malheureusement, il est dépendant des fonds d'investissement anglo-saxons, puisque BlackRock détient la moitié des territoires agricoles, et l'Ukraine est devenue malheureusement une plateforme de trafic d'armes, une plateforme de trafic en tout genre, avec 200 milliards de dollars qui ont déjà été donnés en aides diverses et variées. Et il faut empêcher, je pense, que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, puisqu'il y aurait un risque à ce moment-là de guerre mondiale, puisque en fonction de, je crois que c'est l'article 6 du traité de l'OTAN, tout pays de l'OTAN qui est attaqué entraînerait automatiquement l'intervention des autres. Je ne crois pas non plus à ce que l'entrée de l'Ukraine dans l'Europe soit bénéfique. Je pense qu'il y a d'autres priorités, et certainement d'autres priorités pour la France et l'Europe, parce qu'il faut rappeler aux Français que l'Ukraine doit faire des réformes fondamentales en ce qui concerne la transparence de ses comptes et de responsabilités politiques, et surtout que ça coûterait 200 milliards d'euros à l'Europe. Et donc les Français, je pense, doivent mériter mieux que de payer pour ça. Ils sont dans une situation grave, et je pense qu'on doit absolument allouer tout ce que l'on peut en termes de ressources, de moyens intellectuels, d'humains, de recherche scientifique, pour les aider dans leur situation et leur vie de tous les jours. Et ça passe par une responsabilité politique. Vous avez dit tout à l'heure, Pierre de Gaulle, la Russie a gagné la guerre. Il y a quelques jours, je recevais Alain Juillet, à votre place, l'ancien patron du renseignement de la DGSE. Pour lui, les États-Unis ont tiré leur épine du jeu dans ce conflit. On va le regarder. L'Europe n'a pas réussi à se sortir du piège, mais il faut dire aussi que le piège était très bien joué, que nos amis américains ont su toujours jouer les uns contre les autres en Europe de manière très habile, ont su jouer aussi sur les aides qu'ils pouvaient apporter, sur beaucoup de choses, et qu'en permanence, ils se sont débrouillés pour qu'aucun pays d'Europe ne puisse prendre trop d'importance. Bon, il faut se souvenir à l'époque de De Gaulle. De Gaulle, à l'époque, on était la première puissance européenne, au point de vue avec les Anglais. Bon, De Gaulle leur tenait tête, mais c'était De Gaulle. Dans l'affaire ukrainienne, les gagnants, c'est qui ? C'est les Américains. Là-dessus, il n'y a pas photo. Ils nous vendent du gaz de schiste, interdit, je vous rappelle, en France. Ils nous vendent du gaz de schiste à un prix supérieur au prix auquel il est vendu aux pompes américaines aux particuliers. Vous voyez un peu les marges qu'ils font ? Et on trouve ça normal. Les États-Unis sont quand même les grands gagnants, finalement. Oui, je pense que le but affirmé des États-Unis a toujours été de faire en sorte que l'Europe ne soit pas trop forte ni trop unie, parce que l'Europe, c'est un bloc de 800 millions de personnes, et surtout que ce bloc allié à la Russie, qui est le premier réservoir au monde de matières premières, en ferait un bloc politique qui serait extrêmement dangereux et un concurrent beaucoup trop fort pour les Américains. Le but affirmé des États-Unis dans cette guerre a été effectivement de déstabiliser l'Europe et de rendre l'Europe plus dépendante. Il faut que la France sorte du commandement intégré de l'OTAN, comme l'a fait mon grand-père. Malheureusement, le président Hollande a voté l'extraterritorialité des bases de l'OTAN. Ça veut dire que les bases de l'OTAN sont souveraines sur les territoires français. Le président
Sarkozy est sorti du commandement intégré de l'OTAN. Sarkozy, l'Américain, vous savez que Sarkozy passait ses vacances... Il l'a réintégré, vous voulez dire? Oui, pardon. Il a réintégré le commandement intégré de l'OTAN, c'est-à-dire que la France est devenue dépendante totalement, et que même pour nos légionnaires ou nos troupes d'élite, elles ne peuvent plus se battre sous le drapeau français sur les théâtres d'opérations extérieures. Donc la dépendance va là, et les Américains nous laissent à peu près 48 heures d'autonomie en termes de munitions. Je pense qu'il faut se rendre compte aussi des réalités. La Russie produit 1000 à 1500 chars par année. C'est l'intégralité du parc des pays de l'OTAN par année. Les capacités industrielles et militaires russes sont 8 fois supérieures à celles des pays de l'OTAN. Donc, il faut se rendre compte de ces réalités par rapport à un pays qui ne veut pas du tout la guerre vis-à-vis de nous, qui a souhaité très tôt un partenariat avec l'Europe et qui a même envisagé très sérieusement, dès 1997 et 1998, de revenir l'OTAN. Mais c'est un pays à qui on a beaucoup menti, qu'on a trahi depuis la réunification allemande, puisqu'on avait promis à l'époque aux Russes, en échange de la réunification allemande, de ne pas étendre l'OTAN à l'Est. On a fait exactement l'inverse. Le but pour les Américains, encore une fois, étant de déstabiliser l'Europe et de vendre des armes. Maintenant, Trump a dit, je viens de le citer tout à l'heure, si les pays de l'OTAN ne financent pas suffisamment l'effort de guerre, je laisse tomber l'OTAN. Et donc, ces pays, et la France aussi, doivent dépenser un minimum de 2% de leur budget en dépenses de matériel militaire, en l'occurrence, je l'ai dit tout à l'heure, matériel américain. Donc, les Américains ont réussi leur jeu. Et les Américains laissent tomber leurs alliés lorsqu'ils n'en ont plus besoin. Ils laisseront tomber Zelensky, ça a déjà été annoncé. Je souhaite aussi que l'Ukraine retrouve sa souveraineté et retrouve un nouvel équilibre. Mais les États-Unis n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et nous sommes dans une guerre économique profonde où la France est dépendante. Une petite parenthèse sur l'ingérence russe. Eh bien, ça me fait sourire quand on parle d'ingérence russe parce que ça arrange nos élites politiques. Surtout, ça évite le dialogue, ça évite la vraie discussion et ça évite de dire la vérité aux Français. Tous nos hommes politiques, ou la plupart, ont participé au programme Young Leaders of the World, jeunes leaders du monde, donc qui est parrainé par la CIA. C'est le cas de François Hollande, c'est le cas de Nicolas Sarkozy, c'est le cas de la plupart de nos ministres, et c'est le cas, je crois, de notre dirigeant actuel. Tout ça est vérifiable, puisque les lauréats, en fait, sont disponibles sur le site de la French American Foundation. Donc tout ça est parfaitement transparent. Et quand je vois certains responsables, ministres européens ou ministres des Affaires étrangères ou vice-ministres au sein de l'Europe, dire que la Russie a une ingérence, eh bien, certains, que je ne vais pas nommer, mais vous saurez de qui je parle, ont été employés par des fondations américaines pendant des années. Et donc notre élite, je pense, est parfaitement dominée, formée par ces anglo-saxons. Et je crois qu'il est essentiel que la France et ses dirigeants retrouvent leur indépendance au plus haut niveau. Et encore une fois, ça passe, j'insiste véritablement là-dessus, par une responsabilité intellectuelle et morale, et qu'il est grand temps que nos politiques assument leurs responsabilités, et en premier chef, le président Macron, parce qu'il est totalement responsable de la crise, à la fois économique et institutionnelle, dans laquelle il a plongé la France. Et ce sursaut, Pierre de Gaulle, il est encore temps? La France en est encore capable? Je pense que la France a toujours su se redresser. Dans son histoire, même lorsqu'elle était plongée dans des situations extrêmement difficiles. Et je crois au savoir-faire, je crois au bon sens, je crois au talent des Français, de tous les Français, artisans, chefs d'entreprise, commerçants, agriculteurs, également ceux qui sont membres du service public et du service de santé. Et je voudrais, à l'approche des fêtes de Noël, adresser des vœux d'espoir et de renouveau aux Français, et que les Français pensent ce que c'est que la belle France en allumant des bougies pour Noël, parce que la France a un destin magnifique, que j'y crois profondément, et que tous ceux qui aiment la France et les Français seront les artisans de ce renouveau et de cette reconstruction.
Merci beaucoup, Élise. Merci beaucoup, Pierre de Gaulle, pour ce beau message pour finir l'année. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette dernière émission de l'année. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous pourrez l'écrire dans les commentaires. Bien sûr, j'espère aussi que vous avez cliqué sur le fameux pouce en l'air pour améliorer le référencement sur la plateforme. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël si on ne se revoit pas d'ici là, et puis bien sûr, une belle et heureuse année 2025. À bientôt.